Prenons de bonnes habitudes. De notoriété semi-publique, les proverbes et les dictons donnent un certain lustre aux mots, illuminant le propos du discours et donnant l'illusion qu'ils seront toujours agréés comme argent comptant. À leur égard, peu d'entre nous expriment quelques réserves à l'encontre de certains exemples, tels que celui bien du cru et de la mouture des traditionnalistes arabophones, énonçant que le corps ne quitte une habitude que quand il se revêt du linceul mortuaire. Il a dû provenir de la bouche de quelqu'un de peu d'expérience et d'expertise, au caractère rugueux et péremptoire, prompt à raisonner chichement par l'absurde de la sottise. Une telle opinion rabaisse la capacité de résilience de l'individu, le pouvoir de sa volonté et la possibilité d'une résolution ferme et non équivoque de se débarrasser d'un mauvais penchant, d'un vice crochu tel que l'abus du tabagisme ou d'un acte de nervosité impulsive, ou encore de renoncer à une amitié basée uniquement sur l'intérêt et le profit. Dès lors que l'homme prospère est comme l'arbre. Il est entouré et honoré tant qu'il est couvert de fruits. Mais sitôt les fruits tombés, tous s'éloignent à la recherche d'un arbre meilleur. Ou encore de moduler le volume et le nombre de ses repas au vu et au senti de la baisse de la courbe de la constitution cellulaire de son organisme en fonction du degré de sa vieillesse, lente mais inexorable à moyen ou long terme. Une bonne leçon aux seniors qui ont tendance à se faire enfler le ventre par une inactivité prolongée doublée d'une gourmandise hors norme. Raison de plus de se méfier des formules toutes faites et des récits anecdotiques de factures imaginaires et irréalistes qui ont été inclus à dessein dans l'historiographie des messagers divins. L'habitude, infantée par les besoins, produit des inclinations, lesquelles dégénèrent parfois en passion, à moins qu'elles ne se produisent dans la tendre jeunesse, qui est l'âge idéal, où l'individu peut tout sur lui-même pour se corriger. Exception des caractères qui sont semblables aux arbres dont le tronc rude et noueux s'est endurci par le nombre des années et ne peut plus se redresser. Ils ne peuvent plus se plier eux-mêmes contre certaines habitudes qui ont vieilli avec eux au point de pénétrer jusque dans la moelle épinière. D'une façon générale, je partage l'avis de Sénèque, qui a constaté de visu qu'on prend insensiblement les défauts et les mauvaises habitudes de ceux qu'on fréquente. Si l'homme est le principal modérateur de ses actions, il doit faire en sorte de contracter et de conserver de bonnes habitudes, celle de ne pas trop s'appesantir sur les vices et les défauts d'autrui. Ces défauts et cet art étant en réalité des habitudes plutôt que des passions, et de ne pas trop s'apitoyer sur la situation des faibles, d'esprit intelligible et de moyens matériels qui érigent en tragédie de l'univers les tristes facettes de leur tragédie personnelle.
circonstance atténuante, plus ou moins admise et comprise, que la manipulation massive et programmée des opinions et des habitudes par les masses médias et les officines du marketing à outrance et qui forment une instance de gouvernement invisible qui dirige l'opinion publique de chaque pays. Ce serait illogique d'accoler l'étiquette des mauvaises habitudes à la tradition d'un peuple où les gouvernants n'ont ni le courage ni les moyens de les remettre en question. Notre langage n'est au demeurant que le reflet de nos mœurs, lesquelles sont la source et le fondement de la cohésion et de la félicité publique. Selon Montesquieu, il ne faut pas faire par les lois ce que l'on peut faire par les mœurs. Autrement dit, les mœurs doivent toujours être les préludes des lois. Pourrait-on imaginer un plus fort lien unissant de véritables amis que celui de la ressemblance des mœurs? Ceci dit, les penseurs modernes comme Samuel Huntington, qui ne comprennent et n'évaluent l'impact des événements politiques et culturels que dans le prisme d'un choc brutal, d'un clash entre les civilisations, confortent leurs arguments sur l'hypothèse que si la société de second ordre non occidentale était libre de façonner leur propre destin, elle revigorerait leurs croyances et leurs habitudes, leurs pratiques et leurs mœurs, ce qui irait, selon eux, à contre-courant du progrès. Cette vue des choses humaines fallacieuse et univoque oublie que les valeurs culturelles des peuples, illustrées par la décence et les bonnes mœurs, ne sont qu'un moyen pour faire arriver les humains de bon gré à des résultats où il ne serait pas même toujours possible de les conduire par la force brutale, emblème des régimes totalitaires, qu'ils soient laïques ou théocratiques.